Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KSM Ingénierie, la chaîne du génie civil. Alors, la chaîne qui vous enseigne le calcul manuel des structures de type en béton armé, en charpent métallique, en pièces contraintes, ou la chaîne qui vous forme à l'usage des logiciels de calcul de structure. Aujourd'hui, on va parler des instabilités élastiques, le cas de flambement pour les poteaux. Dans le cas des poteaux, le phénomène qui entraîne la plupart du temps, dans la majeure partie des cas, c'est le flambement qui entraîne la ruine du poteau. Donc, c'est quoi le flambement? Le flambement, il est régi par la formule d'Euler. Il est régi par la formule d'Euler. Ça veut dire, je m'explique. Lorsqu'on va prendre un poteau, on prend notre poteau, d'accord? Voilà. On prend notre poteau. On va supposer que le poteau il est soumis à une charge F. Comme ça. Ça veut dire, Euler nous dit, ce poteau-là, si on prend, on suppose que là c'est l'axe X, par exemple, je dis quoi? L'axe bête. Euler nous dit, si cette charge F est supérieure à une charge critique de FC, alors le poteau il flambe. Ça veut dire, je vais dessiner le flambement. Ça veut dire le poteau il peut flamber dans ce sens comme ça. Donc si on le dessine en élément fini, on va voir que le poteau il sera comme ça et il va flamber comme ça. Ça peut être un flambement de ce type. Et le flambement aussi, il peut aussi flamber de cette manière, c'est-à-dire un flambement simple, comme ça. D'accord? Donc ça veut dire que si la charge de compression qui est appliquée sur le poteau dépasse la charge FC, alors le poteau il va flamber. Donc on va voir en fait c'est quoi cette charge FC. La charge critique d'Euler, on l'appelle la charge critique d'Euler. Ça veut dire FC égale pi au carré fois EI sur LF au carré. Donc ça, c'est la charge critique d'Euler. Dans cette charge, dans cette formule, on va détailler chaque paramètre. Ça veut dire, ici, on aura le E, qui est quoi? Le module d'ion. Le module d'ion. Le module d'ion, ça peut être, si c'est en béton armé, c'est une donnée qui est connue. Ça peut être aussi, si c'est un élément en charpent métallique, on calcule son module d'ion. Ensuite, on a l'inertie. L'inertie de la section transversale du poteau. Et ici, on a la LF, c'est la longueur de flambement. La longueur de flambement. Dans cette formule, on va supposer que tous ces paramètres, ils sont connus. Le seul paramètre qui va influencer en fait dans cette formule, c'est le LF. D'accord? Le I, si par exemple on prend une section transversale, on sait calculer, si on prend une section rectangulaire, on sait calculer le moment. C'est-à-dire, si je prends une section rectangulaire, je sais que ici c'est la base et ici c'est la hauteur. D'accord? Si je prends le repère comme ça, X et Y, je sais que la formule c'est quoi? C'est BH au cube sur 12. Donc ça veut dire là, je sais calculer en fait le moment d'inertie. Je connais le module d'ion. Donc le paramètre là qui va influencer en fait cette formule, c'est celui-là. On va voir pourquoi. On va détailler tout ça. D'accord? Ensuite, la contrainte critique d'Euler. La contrainte critique d'Euler. Si on connaît la charge, si on a la charge critique d'Euler, on peut également calculer la contrainte critique d'Euler. Donc, le deuxième accélérate, c'est la contrainte d'Euler. Voilà. Cette contrainte critique, ça veut dire, on va la démontrer tous ensemble parce que
C'est ça l'objectif de cette instabilité, c'est de comprendre en fait. C'est pas de faire forcément des applications numériques, mais c'est de comprendre pour pouvoir appliquer ça dans la pratique. Je vais d'abord vous donner la formule de la charge critique de l'heure, la contrainte critique de l'heure. La formule est la suivante. Ça veut dire c'est sigma C égale à pi au carré fois E sur lambda au carré. D'accord? Ça, on va la démontrer, cette formule. On va la démontrer avec, on va dire lambda. Lambda, c'est l'élancement. Lambda égale élancement. Donc lambda, c'est l'élancement. D'accord? L'objectif, c'est de voir comment on peut obtenir cette formule. Cette contrainte, on va la démontrer. Ça veut dire que la contrainte, on sait que la contrainte critique, c'est quoi? C'est tout simplement la force critique sur la section. D'accord? Et donc, puisqu'on connaît la force critique, on va tout simplement remplacer ça, pi E au carré fois pi au carré fois EI sur LF au carré fois A. Très bien. Jusque-là, ça va. Alors, ici, on sait qu'on a un paramètre qui est l'élancement. On sait que l'élancement, on sait que le point, l'élancement, c'est quoi? L'élancement, c'est la longueur de flambement sur le I. Avec I, point I égale rayon de giration. Bien, I est la rayon de giration. Alors, le I, c'est quoi? Le I, c'est tout simplement, le I, c'est la racine du moment d'inertie sur la section transversale. D'accord? Donc, ça veut dire, à partir de cet instant, je peux remplacer dans, équivaut à dire que, on va dire, lambda est égal à LF sur, on va dire, racine de I sur A. On sait que si on fait l'inverse, ça veut dire qu'on aura LF fois racine de A sur I. Très bien. On en sait. Jusque-là, ça va. Alors, ce qu'on va faire, c'est de remplacer, parce que nous, on cherche lambda au carré. Donc, ça veut dire qu'on sait que le I, désormais, si on remplace ici, on sait que lambda, on a trouvé que c'est bien LF, d'accord, fois racine de A sur I. Donc, si on fait si on fait lambda au carré, qu'est-ce qu'on va avoir? Le carré va emporter la racine. Ça veut dire qu'on aura LF au carré fois A sur I. On sait qu'un nombre à la racine au carré, c'est égal à lui-même. Parce que pourquoi? La racine, c'est comme si, racine de A, c'est comme si on disait A 1 sur 2. Et donc, si on l'élève au carré, vous verrez que on va avoir A 2 sur 2. Donc, on aura A. Très bien. Alors, jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Étant donné qu'on a pu démontrer cette formule, lorsqu'on regarde cette formule ici, on voit qu'on doit inverser. Ça veut dire, si je prends 1 sur racine lambda au carré, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai I sur LF au carré. Donc j'aurai j'aurai LF au carré fois A. Très bien. Donc, si on remplace cette formule ici, en remplaçant d'où, on va dire, le point, on aura sigma C égale à quoi? Égale à ça,
Ça veut dire ici, quand on regarde, qu'est-ce qu'on a? On a I sur ça, c'est tout simplement ça. Donc ça veut dire que sigma E égale à pi au carré fois EI, d'accord, sur, on a dit LF au carré fois A. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette valeur-là, ça, oh non, c'est ici, cette valeur-là, c'est tout simplement le 1 sur lambda au carré. Donc c'est comme si je disais que est égal à, d'accord, pi au carré fois E multiplié par 1 sur lambda au carré. Du coup, j'obtiens donc, on va dire donc, sigma C est égal à pi au carré fois 1 sur lambda au carré. Très bien. Donc on a obtenu la contrainte critique de l'heure. Donc c'est là, c'est comme ça on démontre cette contrainte. Très bien. Alors, dans cette formule-là, je vais écrire cette formule. Si je reviens sur, on a la force critique, on a dit FC est égal à pi, je vais en venir à un point pi au carré fois EI sur LF au carré. Très bien. Dans cette formule-là, ça veut dire que FC varie en fonction de LF. D'où il faut avoir les conditions d'appui du poteau. Ça veut dire, on va voir les conditions d'appui du poteau. Les conditions d'appui du poteau. Donc la longueur de flambement. Longueur de flambement. Alors, si on parle de la longueur de flambement, ça veut dire que FC varie en fonction de la longueur de flambement. Donc, on va voir les différentes longueurs de flambement qu'on peut rencontrer dans le dimensionnement des structures. Ça veut dire, je vais prendre le premier cas, K1. Je vais supposer que j'ai une poutre biarticulée. Donc, je vais dire biarticulée. Biarticulé. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ou bien on va dire articulation, ou bien double appui. Ça veut dire que j'ai mon élément comme ça, là, le poteau il est là, et il est là. Alors, on va appliquer, on va dire qu'il y a une charge, c'est-à-dire dans l'essai de compression qu'on cherche, on a une charge F qui est appliquée sur le poteau, et une charge F ici. La longueur initiale, elle est là. Je vais la mettre, je vais dire L0. Donc la longueur initiale, on va dire L0. Donc nous, notre objectif, ici, on sait qu'il n'y a pas de mouvement. Ça veut dire, il n'y a pas de mouvement, parce que le rond, ça veut dire tout simplement, c'est un appui articulé. D'accord? Comme ça. C'est un appui articulé. Ça veut dire que ici, normalement, j'ai une rotation. J'ai un angle. Ça veut dire que j'ai un θ. Donc, à partir du moment où j'ai un θ, ça veut dire que la longueur de flambement commence à partir de l'appui. D'accord? Alors, si la longueur de flambement commence à partir de l'appui, ça veut dire que je vais dessiner en fait la longueur de flambement qui est comme ça. Donc, si on voit bien, on voit que on a LF. Qu'est-ce qu'on constate? C'est pour cela qu'on dit que LF est égal à L0. D'accord? LF est égal à L0. Ça, c'est dans le cas d'une poutre biarticulée. Très bien. Ensuite, on va voir le deuxième cas. Un autre cas, on va dire K2. On va dire dans le cas d'une poutre encastrée libre. On va dire encastrée libre. Encastrée libre, ça veut dire qu'on a l'élément comme ça et on a l'encastrement ici. On sait que dans l'encastrement, quand on a un élément encastré comme ça, on sait qu'il n'y a pas de θ. L'angle, il est nul parce qu'il y a la présence d'un moment. Donc, il n'y a pas d'angle. Donc, l'angle, il est nul.
Donc, qu'est-ce que ça se passe? Ça veut dire à partir de l'appui, il y a l'angle qui est nul. Le moment empêche en fait la déformation aux côtés de l'appui. Alors, je dois sortir comme ça à partir des moments pour avoir en fait l'angle. À partir d'une certaine distance, je commence à avoir l'apparition de l'angle L. Donc, on va dire à distance X. Donc, c'est la même chose ici. C'est la même chose ici. Sauf que, il est dit, ça veut dire que ici, j'ai la longueur initiale, comme je l'ai fait tout à l'heure, qui est L0. Et comment il va se déformer? Ça veut dire une partie, ici, puisqu'il est libre, ça veut dire le fait qu'il va être ici, il va se répercuter en fait en bas. Alors, déjà, je dois sortir, et à partir du moment, je commence à avoir la déformation. Et c'est la même chose, et je commence à avoir cette déformation ici. D'accord? Très bien. Et donc, c'est pour cela, vous allez voir, on va dire que ici, la longueur LF commence. Donc, du coup, on dit LF est égal à 2 fois L0. Ça, c'est la longueur de flambement dans le cas d'une poutre encastrée libre. Et toujours, il y a une force F qui est appliquée. Très bien. Ça, c'est comme si on est en train de faire l'essai en laboratoire pour voir en fait l'impact de la condition d'appui sur cette force. Alors, ensuite, le cas 3, on va dire encastré articulé. Encastré articulé. Très bien. On va dessiner. Ici, on aura une poutre comme ça, un poteau, on appuie ici, et ici on aura un encastrement. On aura un encastrement. Ça veut dire, c'est intéressant parce que ici, on a la longueur L0, et là, puisqu'on a dit, on a démontré qu'à partir d'un appui, ici c'est un appui double, ça veut dire qu'il y a la présence d'une rotation, donc il y a une déformation. Donc ici, on commence, la déformation commence ici. Par contre, ici, on a dit que l'encastrement empêche l'apparition de la déformation, donc il faut partir à ce moment. Donc, ça veut dire que la longueur de flambement va commencer à partir d'ici. D'accord? Donc là, c'est LF. Et c'est pour cela que cette longueur, elle est estimée à L0 fois 0,7. Ça veut dire, cette distance-là, elle est estimée à LF à 0,7 fois L0, à 0,7 fois L0. Très bien. Ensuite, il va rester le dernier cas, c'est bi-encastré. Donc là, on va parler du cas 3. Le cas 3, on a dit, le cas 3, ça sera poutre bi-encastré. Bi-encastré. Donc, si on a le cas d'un appui qui est bi-encastré, ça veut dire que là, on aura là le poteau qui est comme ça, avec toujours la charge qui est appliquée, une charge F. On a dit qu'il y a une charge F. Et là, comme on a dit que l'encastrement empêche l'apparition de la rotation à côté de l'appui, là on a L0. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez voir qu'il faut d'abord sortir à partir d'une distance pour pouvoir avoir une rotation. Et là, ça c'est le L0. Ça c'est le LF. Le LF. Et donc dans ce cas, LF, donc LF, je vais l'écrire ici, LF égale à 0,5 fois L0. Très bien, ça veut dire c'est la moitié en fait de L0. Très bien. Donc là, on a vu en fait les conditions d'appui théoriques qu'on a pour la longueur de flambement. Ça veut dire, si on fait un cas simple, exemple, si on prend une poutre, cette poutre, on va prendre le cas K, on va dire poteau bi-articulé. Soit, on va dire la longueur du poteau, la longueur L0 fait 3 mètres par exemple.
c'est la longueur de l'étage. Et on sait que d'où, ça veut dire que quelque part, LF, on a dit c'est quoi? Ça va L0 égale à L0 égale à 3 mètres. Très bien. Donc on a 3 mètres. Si on applique, si on fait une application numérique, ça veut dire que, comme je l'ai dit, on a FC est égal à pi au carré fois EI sur, on va dire 3 au carré, ça fait 9. N'est-ce pas? Ça fait 9. Ça, on a cette valeur. Si on prend le cas petit 1, petit 2, on va dire le cas bi-encastré. Par exemple, on va dire le cas bi-encastré. On va dire poteau bi-encastré. C'est pour que vous compreniez en fait l'impact de la longueur de flambement, de la condition d'appui du poteau sur la force critique. Ça veut dire que j'aurai L0, LF, on a dit ça fait 0,5 fois L0 égale à 0,5 fois 3. Donc ça veut dire que ça aura 1,5. 1,5 mètres. Or, on sait que si on applique FC, on aura quoi? On aura pi au carré fois EI sur 2,25. 1,5 au carré, on aura 2,25. Ça, on a ces deux formules. On va dire que c'est les mêmes constantes, la même valeur. Ce paramètre, c'est le même paramètre qui est là. Donc, vous voyez bien la différence. C'est pour cela qu'on parle là de conditions d'appui, la longueur de flambement. Ça joue un rôle important. Parce que la différence entre 2,25 et 9, elle n'est pas négligeable. Donc c'est pour cela que, chers ingénieurs, il faut faire très attention de bien comprendre la longueur de flambement. Ça, c'est dans la théorie. Ça, c'est dans la théorie. Et très souvent, ces conditions d'appui sont très retrouvées dans la charpente métallique. On va voir maintenant la longueur de flambement dans le bâtiment. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Donc, maintenant, on va voir la longueur de flambement dans le bâtiment à plusieurs étapes. Donc, on va dire la longueur de flambement. Très bien. Parce que là, c'est les longueurs de flambement théoriques qu'on a vues. Alors là, il faut comprendre en fait dans le bâtiment. Parce que je vais vous donner la longueur de flambement qu'on prend en général. Mais cette longueur de flambement, on la prend sous des conditions. On prend, ça veut dire qu'on prend que LF est égal à 0,7 fois L0. C'est la longueur classique que vous voyez. Très souvent, vous prenez cette valeur, mais il faut savoir pourquoi on prend cette valeur. Il y a des conditions. Il y a deux conditions. Il faut que le poteau, la première condition, pour appliquer cette formule, le poteau est encastré dans un massif à béton ou bien assemblé à des poutres de plancher ayant la même raideur dans le sens de flambement. Ensuite, ou dans le cas de poteaux à plusieurs étages. Alors, ça, la première condition, ça veut dire qu'il faut que le poteau, ça veut dire si je fais une coupe, si je fais une vue en plan, ça c'est le poteau, ça c'est le poteau, ça c'est le P1, je vais dire poutre 1, là c'est poutre 2, et là c'est le poteau. Je vais dire poutre 1, poutre, je vais dire 2. Et là, on va dire c'est notre poteau. Si on prend dans ce sens de flambement, ça veut dire par rapport à X, par exemple, on va supposer qu'on est dans le sens X. Donc, on va dire ça, c'est par rapport à X, ça, c'est Y. Donc, il faut que l'inertie, il faut que la poutre, si je prends ici I1, je prends ici par exemple I2, il faut que I1 soit égal à I2. Dans ce sens, il ne faudrait pas que j'ai I1 qui est différent, I1 différent de I2. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas ce qu'on veut. D'accord? C'est ça la première condition. C'est ça que j'ai énuméré dans la première condition que j'ai dictée. Très bien. Donc, vous allez comprendre. Vous allez comprendre mieux avec un schéma. Avec un schéma. Vous allez comprendre mieux. Je vais faire un schéma pour que vous compreniez ce qu'on retrouve dans le bâtiment. La première condition que j'ai dit, je vais faire un schéma.
On va supposer qu'on a un poteau, un projet. Ça, je vais dessiner un poteau, tout est lancé, d'accord? Et là, je vais supposer qu'il y a encore une partie qui sort. Et là, c'est ma dalle, d'accord? Et là, j'ai mes poutres. J'ai la poutre. Et là, j'ai ma petite dalle. Ce qui est achevé là, c'est la dalle. Vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, j'ai un autre étage qui est là, d'accord? Comme ça. Et là, comme ça. J'ai ma dalle qui est appliquée au-dessus. D'accord? Comme ça. Très bien. Et là, je vais dire que j'ai la poutre. Ici, c'est une poutre. Hein? Ça, c'est une poutre. Ça veut dire que cette partie, là, c'est la dalle. Le achevé, là, c'est la dalle. D'accord? Et en bas, j'ai ma semelle. J'ai ma semelle. Donc, ça veut dire la première condition que j'ai appelée est massif. Vu que ça soit encadré dans un massif, on va dire que ça, c'est la semelle. Dans le bâtiment, c'est ça. Ça peut être une semelle, ça peut être un radier, ce que vous voulez. Ça peut être un pieu. L'essentiel, c'est un massif de fondation. Très bien. Ici, c'est une poutre. Ça veut dire que tout ça, c'est la poutre. Je vais l'appeler, par exemple, I1. Ici, je vais l'appeler I2. D'accord? Et là, je vais dire I0. C'est le poteau ici, I0. Très bien. On a dit qu'il faudrait que l'inertie dans la direction de la poutre, ça veut dire que je considère que j'ai la même inertie, c'est la même poutre. Ça veut dire, j'ai fait un autre exemple. Si j'ai fait une vue en plan et que j'ai une poutre ici qui fait 30 par 40, il faudrait que j'ai 30 par 40. Parce que si je n'ai pas 30 par 40, je n'aurai pas la même inertie. Et si je veux calculer l'inertie de la section transversale de cette poutre, j'aurai I est égal à BH au cube sur 12. Ça veut dire que j'aurai, je vais dire 0,33 mètres fois 0,40 fois 0,40 au cube sur 12. C'est ça. Ça veut dire que j'ai la même inertie. Pour avoir la même inertie, il faut avoir la même section transversale. Très bien. Ça, vous avez compris ça. Donc, la condition, c'est quoi? Le premier point, pour appliquer ça, LF égale à 0,7 fois L0, il équivaut à dire que j'ai, ou bien je vais dire si par exemple, j'ai I1 qui est supérieur à I0 et I2 supérieur à I0. C'est une condition, je n'ai pas dit où, ça veut dire ça veut dire qu'il faudrait que cette condition soit vérifiée pour que je puisse appliquer. Ça, c'est dans le sens, le flambant. Ça peut être par rapport à Y ou je ne sais pas Z, comme vous voulez. Alors, ça, c'est la première condition. Ensuite, si cette condition n'est pas vérifiée, ça veut dire que je n'ai pas la même inertie. Et cette inertie est supérieure à l'inertie du poteau. Pourquoi il faut avoir l'inertie supérieure à l'inertie du poteau? Ça veut dire que ça faut empêcher en fait la rotation. Parce que si l'inertie là n'est pas supérieure à l'inertie du poteau, qui est capable d'empêcher la rotation du poteau, forcément il va faire une rotation et ça peut entraîner un déplacement. Donc c'est pour cela qu'il faudrait s'assurer que cette condition soit vérifiée. Si elle n'est pas vérifiée, cette condition, la LF égale à 0,7 n'est pas applicable. Dans ce cas, on vous dit, si vous n'arrivez pas à respecter cette condition, vous pouvez prendre LF égale à L0. Hein? LF égale à L0 pour les autres cas. Autres cas. Pour les autres cas. Ça veut dire que c'est autre cas. Donc c'est pour cela que, par mesure de prudence, il faut bien s'assurer que cette condition soit vérifiée, auquel cas vous utilisez LF égale à L0 pour être tranquille. Et donc, c'était ça en fait, l'instabilité élastique, le flambement dont je voulais vous parler aujourd'hui pour les poteaux.
Parce qu'il faut faire très attention avec les instabilités, parce que très souvent, si un poteau il est mal dimensionné et si on choisit mal la longueur de fondement, ça peut avoir un impact bien évidemment sur notre poteau si jamais la charge qui sera appliquée par la suite est supérieure à la charge critique de l'heure. Or, la charge critique de l'heure, on a vu qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Il y a la longueur de flambement, qui est même le paramètre, je veux dire, le plus important. Bien sûr qu'il y a l'inertie et le module d'ion. Alors, j'espère que vous avez aimé le contenu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Et si vous aimez notre travail, le travail que nous faisons sur cette chaîne qui vous est bénéfique, n'hésitez pas à partager la chaîne avec votre entourage pour qu'ils puissent en bénéficier de nos cours. Et aussi pour tous ceux ou celles qui sont intéressés par des formations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous accompagner. À la prochaine vidéo.